on a d'autres points à évoquer pendant la réunion, on vous sollicitera. Merci infiniment en tout cas. Et alors, on va passer de Monaco, on va aller à l'ouest de la Côte d'Azur vers Cannes et vers Cannes ISUP, donc qui est une des 4 branches qui composent la French Tech Côte d'Azur région sud, French Tech qui est une capitale French Tech et qui donc est représentée par Télécom Vallée, par le Club des entrepreneurs de Grasse, par Nice Startup et par Cannes ISUP. Nous avons Grégory Biondo qui est coprésident de Cannes ISUP et Christopher Sullivan. Je sais même pas si vous avez un mandat secrétaire. Voilà, excusez-moi, j'avais un doute. Donc voilà, en tout cas, merci de votre participation. Donc on va, Grégory, peut-être je vous laisse vous présenter ainsi que Christopher et puis peut-être parler un petit peu du périmètre cannois, de la dynamique cannoise au niveau des entreprises numériques et notamment des startups. Oui, bien sûr. Alors, pour ma part, donc moi, je m'appelle Grégory Biondo, je suis start-upper. J'ai une startup qui s'appelle Blue Beacon et on travaille de l'applicatif mobile et des technos sans contact, essentiellement. Et je suis donc aussi coprésident de l'association Cannes ISUP, qui est une association French Tech. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la French Tech, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement national qui labellise l'ensemble du territoire région par région. Donc, on a la chance dans la région sud d'avoir 2 territoires qui sont labellisés. On a le territoire Aix-Marseille et le territoire Côte d'Azur. Et à l'intérieur du territoire Côte d'Azur, la French Tech Côte d'Azur est représentée par 4 associations qui représentent les 4 territoires à l'intérieur de la Côte d'Azur. Pour le bassin cannois, Cannes ISUP. Pour la partie niçoise, on a Nice Startup. Pour Grasse, le Club des entrepreneurs grassois. Et enfin, pour Sophie Antipolis, Télécom Vallée. Donc, c'est le regroupement de ces 4 associations qui forment et qui constituent la French Tech Côte d'Azur. Dans ces 4 associations, on va retrouver essentiellement une typologie start-up, mais pas que. On a aussi ce qu'on appelle l'écosystème qui tourne autour de ces start-up. On va avoir des sociétés créatives, des agences de com. On va avoir aussi des sociétés de conseil, que ce soit du conseil sur de la fiscalité, de la gestion, etc. Voilà, on a aussi toutes les sociétés périphériques justement à ces startups. Voilà pour la French Tech. Concernant Cannes ISUP, notre volonté, nous, c'est de fédérer justement cette mouvance start-up du bassin cannois. Comment on réalise cela? En créant des actions, en créant des événements qui vont permettre de se faire rencontrer cet écosystème. Alors, on a la chance d'avoir à Cannes une pépinière d'entreprise qui est l'incubateur cannois qui s'appelle Créa Cannes, qui compose déjà une petite quinzaine de startups. Et on a bientôt le nouveau campus qui s'ouvre à quelques mètres de la pépinière Créa Cannes, qui est un campus universitaire où on va retrouver l'université du storytelling et surtout une quarantaine de startups qui vont intégrer cette université, puisque l'université est composée en 2 parties. Il y a une partie pour les étudiants et une partie pour les sociétés. Et donc, ça va être des startups essentiellement dans le domaine de l'audiovisuel. Donc, on va avoir beaucoup de structures qui vont travailler sur des problématiques autour de l'audiovisuel et ça va composer donc un groupement de sociétés qui va être une quinzaine plus une quarantaine. On va avoir quasiment 70 startups qui vont être sur le même bassin. Christopher, je te laisse la parole. D'accord, merci Grégory, merci Fabien et bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé effectivement de vous restituer une certaine analyse justement de l'emploi sur les startups. J'aime bien dans ces cas-là essayer de partir un petit peu de la macro pour arriver justement au cas précis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui notre société elle est en mutation, elle est en mutation depuis déjà un certain temps et c'est vrai que la crise que nous avons traversée en 2020 et que nous sommes toujours en train de traverser va accélérer beaucoup de choses dans le cadre de cette mutation. Il se trouve que la dernière étude de l'OCDE montrait que 14% des métiers allaient disparaître dans les 20 prochaines années, mais en contrepartie, une autre étude qui a été menée par Dell et un think tank californien a conclu que 85% des métiers de 2030 n'existaient pas encore. Donc on arrive, il y a de nouveaux métiers qui
sont en train d'arriver sur le marché. Et c'est pas forcément les métiers auxquels on s'attend le plus. Il se trouve que cette mutation de notre société est surtout initiée par l'arrivée de plein de nouvelles technologies qu'on peut citer, comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'IoT, l'industrie 4.0. Il y a aussi toute la partie big data et réalité et l'intelligence artificielle. Et justement, si on s'arrête sur l'intelligence artificielle, ce n'est plus devenu quelque chose d'inaccessible. C'est pas inaccessible, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'adresser à tout type d'entreprise, notamment d'ailleurs pour le traitement analytique de la big data. Et donc, vous allez avoir dans les prochaines années toutes sortes d'entreprises, quel que soit le secteur, ça peut être pour des garages automobiles, aussi bien que des magasins, que des bureaux d'études, etc., qui vont avoir besoin de faire du traitement analytique de la big data et donc qui vont aller chercher de la compétence, par exemple, simplement sur l'intelligence artificielle. Sachant que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut acheter assez facilement. C'est plus du tout quelque chose de compliqué. Donc, il y a aussi besoin d'accompagner aujourd'hui les entreprises qui ne sont pas directement issues du monde du numérique dans cette transformation numérique. Et là, pour ça, ils vont avoir besoin d'aller récupérer des compétences sur le marché du travail. Donc voilà, cette transformation, cette évolution, cette mutation, elle est à l'origine de beaucoup de choses et notamment aussi à la création de beaucoup de nouvelles entreprises, de ces startups qui viennent répondre à une problématique nouvelle, à un accompagnement nouveau. Et on peut aussi parler d'écologie, par exemple. Il y a plein de choses, gestion de l'énergie, etc. Et donc, pour arriver justement au sujet qui nous intéresse avec les startups, c'est que vous avez aujourd'hui beaucoup de startups qui sont en train de se créer. D'ailleurs, merci pour la transition, Fabien, avec Monacotech, parce que du coup, on va peut-être les contacter à Monacotech pour voir si on peut pas travailler avec eux. Mais voilà, ces créations de startups sont en train de déclore un petit peu de partout. Ces startups ont besoin aussi de compétences et très souvent, vous allez pouvoir apporter votre compétence. On va être peut-être un peu moins exigeant en termes de compétences parce que c'est des petites boîtes pour certaines qui ont pas encore, qui gagnent pas encore forcément beaucoup d'argent et ça peut être une super expérience pour les personnes qui intègrent ces startups parce qu'en plus vous voyez tout. Vous avez pour le coup une expérience, vous avez un éventail extrêmement large de compétences que vous allez pouvoir découvrir. Je te coupe, Chris, c'est intéressant justement de bien cibler les startups sur lesquelles vous allez envoyer des CV, etc. Puisqu'il y a un cycle de vie dans la startup. Et dans ce cycle de vie, donc vous allez avoir des startups qui sont au tout début de leur projet, de leur lancement, généralement qui sont dans les 2 premières années de vie, où là, on va avoir des startups où il y a essentiellement les cofondateurs et uniquement. Donc, ils vont aller chercher des compétences où on va demander des couteaux suisses informatiques un petit peu. Donc là, il va falloir être très agile pour passer d'un langage à l'autre, etc. Généralement, sur cette typologie de startup-là, on va avoir des contrats type ardent qui vont être quand même privilégiés. Donc, c'est aussi important de se renseigner à ce niveau-là. Alors, je précise pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un dispositif qui est porté par le CNAM, le Centre national des arts et métiers, et qui permet en 2 mots d'être pendant 6 mois sur un projet de création d'une part de développement de l'entreprise et qui du coup de garder ses allocations Pôle emploi et d'avoir en plus un complément du CNAM et d'avoir des crédits à la formation et d'aider l'entreprise à avancer sur une création de son développement ça peut être un secteur technique, ça peut être un secteur commercial. Et l'avantage, c'est que même si ça ne débouche pas sur un emploi au sein d'entreprise, qui dans 75% est heureusement le cas, ça donne un boost à la personne et à l'entreprise. Et ça se débouche, c'est une solution en tout cas qui est très porteuse pour l'individu et pour l'entreprise. Donc effectivement, il faut le citer parce que dans ce secteur-là, c'est très important. Pas que sur les métiers techniques d'ailleurs, sur les métiers commerciaux ou sur les métiers business développeurs, etc. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, on est plutôt sur la première vie de la startup, les 2 premières années. Puis ensuite, généralement, on va passer à la levée de fonds. Donc là, la startup a de l'argent, ça y est. On va pouvoir du coup intégrer plutôt des compétences, un petit peu, pas trop. Alors, on va pouvoir intégrer des compétences qui cette fois-ci vont être des compétences plutôt spécialisées, où généralement on va aller cette fois-ci, quand on parle des métiers du développement, sur des développeurs qui maîtrisent des langages spécifiques, etc. Et ensuite la 3e vie où là on va passer en mode scale-up, on n'est plus dans la start-up,
On est dans la structure qui vraiment a eu une forte croissance et qui arrive au stade de PME, voire plus. Et là, par contre, on va être beaucoup plus orienté sur des typologies de compétences, sur de l'équipe, où généralement la structure va être composée de plusieurs équipes qui va travailler plusieurs projets en parallèle. Donc là, il y a la complémentarité à l'intérieur des équipes qui est importante. Alors, comment les personnes qui nous écoutent peuvent trouver les opportunités au sein des startups? Et vous disiez le moment clé, effectivement, parce que ce soit des levées de fonds ou des investissements, ça se fait à des moments sur des périodes très courtes, ça se décide des fois du jour au lendemain. Enfin, j'exagère un peu, mais comment savoir, comment se faire connaître, comment s'identifier auprès de ces startups, sur tout le territoire du Alors, 06? il y a une veille assez facile à réaliser sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, il vous suffit de suivre 5 ou 6 comptes sur Twitter pour pouvoir justement être informé de cet ensemble de choses-là. Vous avez évidemment tout ce qui va être attrait aux 4 associations que l'on a citées et à la French Tech, mais vous avez aussi des médias qui sont spécialisés, hein, je pense à La Tribune, je pense à Nice Matin Écho, etc., où vous allez pouvoir aller récupérer ce type d'informations-là. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est quand même assez facile de pouvoir aller capter cela. Moi, j'ajouterais aussi qu'il peut y avoir parfois des personnes qui sont réfractaires à aller vers des startups. Hein, des personnes qui sont à la recherche d'emploi en se disant ouais mais là la rémunération elle n'est pas assez élevée pour moi, là on va me demander beaucoup de temps parce que c'est vrai qu'ils vont être peut-être les startups vont être peut-être un peu moins exigeantes sur la partie compétences ou expérience, mais va être plus exigeant sur l'investissement personnel de la personne dans l'entreprise, parce que souvent c'est un projet perso, hein, c'est quelqu'un qui lance sa propre boîte, donc on peut être assez exigeant là-dessus. Par contre ça peut être tout à fait l'opportunité d'acquérir de l'expérience, une grande expérience, et surtout ça peut être une belle aventure. C'est-à-dire qu'une startup, elle peut vraiment se développer et puis ça peut aller même très très vite. Et puis ça serait dommage de louper cette occasion juste parce que à un certain moment, la rémunération, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait ou de nos prétentions. Je rebondis là-dessus par rapport effectivement on parlait des grands groupes en introduction. Effectivement, les grands groupes recrutent pour des missions qui sont assez précises, assez voire saucissonnées entre guillemets. Là où l'expérience dans une startup va être forcément plus large sur des aspects techniques si on est développeur, mais peut-être aussi sur des aspects, pardon, j'y arrive, relations clients, ou des aspects relations avec le projet ou avec le financement. Enfin, donc effectivement, je rebondis là-dessus pour dire qu'effectivement c'est une expérience, et c'est aussi le sens du projet Ardent qu'on citait précédemment. C'est exactement ça, c'est avoir un spectre beaucoup plus large. Donc c'est peut-être à court terme un risque un peu financier, ça peut être un rebond en tout cas d'un intérêt, et puis une valeur marchande sur le marché qui augmente finalement, même si l'expérience startup n'aboutit pas ou va pas aussi loin que ce que les personnes auraient aimé effectivement avoir. En tout cas, effectivement, Il y a les compétences numériques et puis comme effectivement il y a des compétences aussi notamment commerciales, parce que souvent un créateur de start-up, ça peut être un technicien qui arrive à développer son produit et sa solution super bien, mais qui ne sait pas forcément la vendre, hein, parce que c'est pas une compétence qui est accessible à tous. Donc effectivement il y a plein de métiers qui peuvent aller dans les startups. En ce qui concerne les compétences numériques plus en termes de dev et tout ça, on a aujourd'hui des startups ou des structures qui ont vu le jour ces dernières années. Bon, on peut citer École 42 ou Simplon, où nous, par exemple, parmi nos adhérents à Canisup, il y a le Bocal Academy, qui sont des écoles sur soit des formations longues, soit des formations moyennement longues, soit des formations carrément très courtes, soit gratuites, soit payantes, mais où vous allez pouvoir justement acquérir un premier bagage de codage, sur le codage, et éventuellement justement pouvoir intégrer ces startups qui sont, comme je disais tout à l'heure, peut-être un peu moins exigeants sur la compétence, mais qui sont là pour accompagner. Et je voyais tout à l'heure dans les questions, justement, ça parlait beaucoup d'ancienneté, d'expérience, oui, aussi de niveau d'études, oui, beaucoup oui. sur du bac+5 pour les grands groupes, etc. Une startup, elle ne va pas vous recruter là-dessus. Et ça, c'est intéressant. Une startup, elle va vraiment recruter sur de la compétence. Aujourd'hui, sortir d'une école qui fait des bootcamps sur 10 semaines, ça peut et ça va intéresser des startups.
Là où est la difficulté de la startup, ça va être de montrer la compétence. Donc, la startup va demander des personnes qui sont investies, qui sont passionnés par ce qu'ils font, parce que généralement, vous avez des cofondateurs ou des fondateurs, d'ailleurs, qui peuvent être tout seuls, qui sont des personnes qui sont passionnées. Donc, il faut avoir ce répondant-là pour séduire la startup. Du coup, parce qu'il y avait une question de Déborah qui a été assez likée sur effectivement qui dit qu'elle est débutante dans le domaine et que les offres qu'elle voit, des offres d'emploi, on va dire plutôt classiques, demandent en général 5 ans d'expérience. Comment du coup faire valoir ses compétences quand on va rencontrer une startup qui quand même si effectivement elle est plus ouverte, elle a un temps comment dire, de développement ou l'échelle de temps est plus courte dans une startup que dans une entreprise peut-être très structurée. C'est-à-dire que la startup va avoir besoin de compétences vraiment à un moment, elle n'a pas le temps peut-être de former, elle n'a pas le temps peut-être de développer. Comment on peut savoir si on peut quand même postuler pour telle ou telle startup et comment on va faire valoir ses compétences peut-être plus largement? Alors, je pense qu'en fait, tout simplement, il faut aller dans les compétences et ce qui a été fait dans ce type d'école-là. Aujourd'hui, de maîtriser déjà un langage, voire un deuxième langage, et de pouvoir dire je le maîtrise, c'est déjà quelque chose de très important. Aujourd'hui, quand une startup elle va chercher, on a énormément de startups qui sont dans le domaine numérique et qui vont être sur plutôt des technos web et des technos mobiles. Aujourd'hui, voilà, des compétences sur du React, par exemple, c'est des choses qui sont extrêmement recherchées. On peut avoir aussi parfois des langages un peu plus exotiques. Je pense à Kotlin, par exemple, qui sont aussi recherchés. Je pense à du Flutter aussi. Sur Monaco, derrière, il y a une startup qui s'est spécialisée dans Flutter. Voilà, il y a aussi ces choses-là qui sont possibles d'aller chercher à travers des écoles, on va dire, sur des formats plus courts. D'accord. Et ou est-ce qu'un autodidacte ou quelqu'un qui est junior dans le métier ou qui a une base mais qui s'est auto-formé, s'il est capable de prouver ses compétences à une startup, la startup va être intéressée par son Si, profil? voilà, il faut pouvoir le prouver, donc il va falloir On a faire perdu des un peu. projets personnels, etc. Tout à Ah, fait, ouais. il y a eu une petite coupure, pardon. Alors, Il y a il y a aussi une un petite côté coupure. Je ne sais pas si on a entendu la réponse. Excusez-moi, Christopher. moi j'ai entendu. Ouais, Comme ça. plutôt aller sur justement des projets personnels qui vont être menés et qui vont pouvoir démontrer aussi les compétences. D'accord. Ça, c'est Il y a un, quelque chose de faisable. il y a un côté, moi je suis pas une start-up, moi je suis une start-up qui a 25 ans, mais je suis dans le monde de la tech et je côtoie beaucoup de start-up et il y a un côté beaucoup plus humain. Et montrer ses compétences, ça peut être aussi se rencontrer simplement des personnes dans le monde de la startup. Nous, avec Canisup, on organise souvent des événements où on arrive justement à se côtoyer entre nous, mais aussi où ce qui est ouvert sur des personnes de l'extérieur. Et peut-être que des personnes qui cherchent un job, qui voudraient travailler dans le monde des startups, eh ben, c'est aussi de se rapprocher de tous ces réseaux qui existent comme Canisup, comme la French Tech, pour essayer d'aller sur des manifestations où vous allez pouvoir rencontrer des start-upers et puis discuter. Et il y a vraiment un côté beaucoup plus humain parce que justement, c'est pas uniquement la compétence, en tout cas l'expérience avec le diplôme qui va compter, mais plutôt la relation qu'on va avoir avec cette personne et l'investissement de cette personne et comment elle va pouvoir démontrer cet investissement-là à un éventuel recruteur. Donc c'est beaucoup plus humain. D'accord. Est-ce qu'il y a un site, il y a le site de la French Tech Côte d'Azur, est-ce qu'il y a un site pour Canisup? Ouais. Alors, vous avez un site pour les 4 associations ont un site internet et la French Tech, et vous allez retrouver généralement les annuaires avec les membres, etc. à l'intérieur. Parfait. Donc, je pense que c'est déjà un point de recherche auquel peuvent s'adonner les personnes qui nous écoutent, s'ils connaissent mal ce secteur, et éventuellement prendre contact avec effectivement des entreprises qui semblent les intéresser. Et ne pas Oui, hésiter à réaliser la fameuse veille sur les réseaux sociaux aussi pour faire la demande au bon moment, justement. tout à fait. À l'inverse, est-ce que les startups ont une attirance ou une réticence pour des profils plutôt seniors ou tout dépend effectivement des compétences proposées? Je connais Je des pose des questions. start-upers qui ont 55 ans, donc là, j'ai dans la Encore une tête. fois, c'est pas vieux, 55 ans, Grégory, je te rappelle. Donc, ouais, je pense pas que l'âge soit Non. rédhibitoire.
Vraiment, on est plutôt sur une relation humaine, on est sur des compétences, on est sur un challenge, on est sur une aventure. Et ça, c'est le monde des startups. D'accord. Eh ben, merci pour ça va être le mot final de votre intervention, mais je pense que vous allez avoir du travail aussi parce qu'il y a un certain nombre de questions, je pense, auxquelles vous allez pouvoir apporter des réponses par écrit. Et si jamais même si on prend un peu plus de temps, mais je pense que les échanges sont très intéressants, on pourra peut-être vous rappeler un petit peu plus tard pour des questions finales. Merci en tout cas de vos interventions et de vos précisions. Et du coup, on va continuer sur les aspects un petit peu de préparation du marché, de compréhension du marché avec Isabelle Alves